Salut, comment ça va? Avez-vous passé une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end? Oh, un petit canard. Sur Instagram, il n'y a pas longtemps, je vous ai demandé si vous aviez en fait des interrogations sur la vie amoureuse quand on vit en van. Et je me suis dit que ce serait une vidéo intéressante à faire et je vous ai donc demandé de me poser des questions sur qu'est-ce qui se passe quand on vit en van? Est-ce qu'on a une vie amoureuse différente des gens? Et quels sont les défis? Quels sont les avantages, les inconvénients pour la plupart? Oh! Je vais t'attaquer! Oh! Oh! Je viens d'avaler 2 moustiques. C'est dangereux de parler ici. Ok, je vais retourner à la Flowmobile et parler de ce sujet-là. Alors avant de répondre à ces questions si prenantes, je vous présente une petite bière bio. C'est la brasserie Baldwin et ça c'est la bière Fleuve et le sticker est trop cute, mais elle est surtout très très bonne et très fraîche. Et je bois rarement des bières blanches, mais un très bon choix pour ce soir pour répondre donc à vos questions sur la vie amoureuse et la vie en van. Est-ce que c'est deux choses qui vont bien ensemble? Je sais ça se fait pas, hein, je suis en pleine vidéo, mais je vais voir sur mon téléphone les réponses que vous m'avez envoyées. C'est un sujet qui est revenu très souvent dans mes premières années en van, quand les premières questions en fait qui venaient c'était « Oh, bien comment tu fais pour avoir une vie amoureuse et tout ça ?» et je répondais vraiment pas à cette question-là parce que j'étais comme ça m'intéresse pas. Moi, pour moi, j'étais dans, je sais pas, il y a certaines personnes qui ont toujours besoin d'être avec quelqu'un. Moi, j'ai pas nécessairement cette personnalité-là, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Mais là, aujourd'hui, je me sentais prêt pour parler du sujet. Il y a Calm Camera qui nous demande « C'est pas trop dur de partager un espace limité comme pendant ton aventure en France ?» Eh bien, en fait, l'espace, c'est finalement très relatif. Quand on vit en van, je dis souvent qu'on vit en dehors de son van. C'est sûr que partager un petit espace comme ça à 2 personnes à temps plein, ça peut très vite devenir, en anglais il y a une expression, c'est cabin fever, c'est la fièvre du chalet. C'est quand on est les uns sur les autres et que dans un tout petit espace, et ça peut amener que des mauvaises choses et des conflits parce que justement, eh bien, on est avec quelqu'un 24 heures sur 24. Après, quand on a des personnalités qui ont l'habitude de vivre dans un petit espace avec un niveau de confort un peu inférieur à celui traditionnel et à la fois des personnalités qui aiment vivre seules, eh bien, quand vous les mettez ensemble, ça peut bien fonctionner finalement. Et c'est aussi, moi pour mon aventure en France, je l'ai pris comme une sorte de leçon et d'un apprentissage et d'un test. J'aimais beaucoup en fait ce travail de vivre avec quelqu'un avec qui on est 24 heures sur 24. En l'occurrence, c'était Marina. Si vous n'avez pas vu toutes ces aventures, de l'aventure en France, c'était cet hiver pendant 4 mois. Est-ce que je peux en avoir de ça? Please? Absolument pas. Please? Je vais faire peut-être un petit film là-dessus, mais pour l'instant, vous pouvez voir la playlist ici. Ah, cette fois, je l'ai eu bon. Alors, autre question. C'est pas plus facile quand on est sédentaire. C'est pas plus facile quand on a une maison. Moi, je crois qu'en fait, c'est tout aussi compliqué quand la vie amoureuse, peu importe la façon dont on vit, c'est très compliqué même quand on ne vit pas en van. Donc finalement, cette question soulève un très bon point, c'est que la vie en van, ça peut être une manière aussi de tester sa vie amoureuse ou en fait, ça peut être une manière aussi de finir une vie amoureuse, c'est vraiment arrivé souvent. Et parfois, il y a des gens qui peuvent très bien vivre ensemble, mais ils se séparent pour d'autres raisons, et c'est pas parce qu'ils étaient 24 heures sur 24 ensemble qu'ils se séparent. Donc, je dirais que finalement, la vie amoureuse, la vie à 2, ça se fait, ou à plusieurs, ça se fait naturellement, et les mêmes défis viennent que l'on vive en van ou dans une maison. Il y a Philippe de Voyage qui nous dit « Je crois que ce n'est pas le moyen le plus facile pour trouver l'âme sœur. » Ah, Philippe, un grand romantique. Je crois que l'âme sœur, ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais on a cette conception d'un idéal que je ne crois pas qu'il existe. Moi, pour moi, c'est plus quand on accède à une certaine maturité dans ses relations, on peut arriver à un point où on réalise les choses qui sont importantes pour nous et qui sont
et pour l'autre aussi. C'est pas tous les jours rose, et à la fois l'âme sœur, ça se cultive et ça se travaille. Donc je crois que les relations les plus, de ce que je vois autour de moi, les relations les plus fortes sont celles qui ont travaillé pour. Hein. Ça vient pas juste comme ça. Mais c'est sûr que d'être sur la route, c'est clairement ce mode de vie-là, le mode de vie de nomade. On a tellement une liberté, on s'est tellement créé une liberté en tant que nomade, qu'après rencontrer quelqu'un qui n'a pas la même conception de cette liberté-là, ben, ça peut devenir compliqué. Et surtout, c'est un peu le paradoxe de cette liberté qu'on acquiert. Eh bien, elle devient un frein quand on est avec quelqu'un. Parce que dès qu'il y a quelqu'un dans notre vie, eh bien, tout d'un coup, ça nous limite. Donc, la liberté, elle est un peu touchée. Donc, c'est un peu cet équilibre-là qu'il faut trouver. Et ce que la plupart des gens disent, c'est que quand on est nomade, d'être avec quelqu'un qui ne l'est pas, c'est quasiment impossible. C'est quasiment c'est voué à l'échec parce que l'autre personne ne peut pas comprendre ce mode de vie-là si elle ne l'a pas vécu elle-même. Et je crois que quand les nomades célibataires, il y a plus de chances de partager quelque chose avec quelqu'un qui vit de la même manière que soi, que quelqu'un d'autre. Ou alors, il y a quelqu'un qui peut être très ouvert et même qui se pose des questions sur sa vie et tout ça, et qui peut être intéressé par votre mode de vie, ben, ça peut marcher aussi. Donc c'est pas, je sais pas, c'est pas blanc-noir hein, malheureusement. On va passer à une autre question. Comment faire pour que chacun garde son espace sans empiéter sur l'autre? C'est Odeur de la pluie qui nous pose cette question-là. Garder son espace, c'est tout d'abord notre responsabilité à nous. Parce qu'après, on a peut-être cette tendance à mettre le doigt sur l'autre, c'est c'est à cause de l'autre que j'arrive pas à faire les choses que je veux faire, ou c'est à cause de l'autre, il m'empêche de faire ça, ou lui, il ou elle aime pas ça, alors on le fait pas, c'est à cause d'elle. Et ça, c'est plein d'excuses et de justifications qu'on met, et ça vaut qu'on soit nomade ou pas, hein, dans nos relations, dans les couples en général. Il y a des gens qui vont avoir 40-50 ans et vont dire « sans ma femme, j'aurais fait ça, ou sans mon mari, j'aurais pu faire ça. » Non, la seule personne, la cause de tout ça, c'est nous-mêmes. Faut pas prendre toujours l'autre comme une excuse pour les choses qu'on n'a pas accomplies. Mais pour garder son espace, il faut avoir déjà une conception, il faut savoir ce qui est important pour soi. Et ça se fait en vivant tout seul. J'en parle en long et en large dans mon livre. Et c'est très important de savoir, premièrement, ce qui est important pour soi. Et ensuite, de mettre clairement les choses. Par exemple, avec Marina, quand j'étais en France, quand on vivait 24/24, ensemble, on s'était dit qu'on allait avoir au moins un jour par semaine où on n'était pas ensemble. Et un jour par semaine où peut-être on louait un Airbnb ou on faisait quelque chose où on n'était pas ensemble. Ou par jour aussi, ça se fait aussi naturellement. C'est important, si c'est au long terme, d'avoir au moins 1 heure ou plus où on est tout seul. Et là, après, quand on retrouve l'autre, eh bien, on est heureux de voir l'autre personne. Et ça vaut pour les amis, les amours, la famille, tout ça. C'est bien d'entretenir le manque pour qu'on ne prenne pas l'autre pour acquis. Il y a MSTK Inverted qui nous dit « Déjà, moment gênant quand on fait caca indoor à 3 h du matin. » C'est sûr que vivre en van, ça va amener une promiscuité. Et il y a certaines choses qui, d'habitude, je pense que les relations normales des gens, ils ne se posent pas la question et ils gardent un certain écart. Mais de vivre en tiny house, de vivre d'une manière minimaliste, c'est sûr que certaines choses, certains aspects de la vie à deux, il va falloir faire avec, et on réalise que c'est pas vraiment très important et que l'autre personne elle peut sortir du van si c'est vraiment impossible pour l'autre de faire ce qu'elle doit faire. En fait, il y a plein de moyens de faire marcher ça, et c'est pas nécessairement oui, c'est clair que c'est gênant, mais c'est un peu comme le jugement des autres. On va aller au-dessus. Vous savez, parfois on peut être pudique, mais je crois que la vie, dans cette promiscuité-là, la pudeur, je sais pas, tout est relatif, mais la pudeur va vraiment aller d'un cran en dessous.
Et après tout, c'est la vie, c'est des choses de la vie, c'est pas très dramatique. Et on en fait beaucoup dans nos vies normales, on en fait des tonnes sur des choses qui finalement, ben, c'est humain. L'humain, il a besoin de faire ci, ça, et puis après nous, on s'adapte à ça dans l'espace qu'on a. Après, la nuit, c'est des situations extrêmes, donc je crois que à toute situation extrême, son remède, je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse pour cette question-là, je m'excuse. Comment les filles prennent le fait que tu vis dans un van? Je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, il n'y a plus vraiment de stigmate sur la vie en van. Au contraire, c'est limite, je pense, un attrait que certaines... Moi, quand j'ai commencé, je vais tout vous dire, je vais tout vous déballer. Ma première année en van, j'étais sur... je ne sais pas si je devrais vous en parler. J'étais sur une app de rencontres. Et c'était plus pour faire des amis, je me disais, mais en tout cas. Et à cette époque-là, la vie en van, elle n'était vraiment pas trendy, c'était vraiment pas la mode. Et c'était intéressant parce que je trouvais toujours un moyen de détourner le fait ou de me justifier que je vivais de cette manière-là. C'est comme si moi-même je l'acceptais pas alors que c'était ma vie idéale. Et aujourd'hui, je crois que c'est l'inverse, c'est qu'aujourd'hui, limite, on va faire croire qu'on vit dans un van pour être sexy. Il y a quelque chose, il y a avant c'était un stigmate et maintenant c'est un attrait, limite. La réalité, c'est que ça amène beaucoup d'inconvénients et que les gens qui voient tout ce qui est van life et sur les réseaux sociaux et tout ça, ils ne sont pas vraiment conscients des inconvénients de la vie en van, du fait de ne pas avoir de chez soi et de tout ce qui vient avec. Mais moi, quand je dis je vis en van, la première chose, c'est « Oh, c'est trop cool », tu vois. C'est pas... c'est dans la façon dont on le dit aussi. C'est sûr que si tu vas vers quelqu'un et que ce soit pour de la séduction ou pour juste peut-être parler de toi-même, si tu commences à dire « Oui, oh, ouais, je vis, j'ai pas vraiment de maison, je vis comme ça je sais pas. » C'est tout dans la façon dont tu vends le truc, tu vois. Donc c'est sûr que deux personnes qui vivent de la même manière peuvent paraître complètement différentes aux yeux d'une autre personne. Mais moi, la première réaction, c'était souvent que c'était cool et tout, parce que voilà, c'est une manière de vivre qu'aujourd'hui les gens, que ce soit proche de la terre ou de façon nomade ou avec moins, c'est des choses qui font rêver les gens, dans le sens où c'est le luxe ultime aujourd'hui d'être libre ou d'avoir moins de choses et de pouvoir se concentrer sur la vie, sur le présent, de moins travailler. Je crois que finalement, les défis, ils sont pas là. Les défis, ils sont plus dans avoir une relation et tenir une relation de qualité avec quelqu'un. Justement, relié à ça, il y a Nuage Roux qui nous dit « Je pense que la meilleure façon de vivre la vie amoureuse est d'avoir une relation libre. Quelle est ta technique ?» Alors moi, j'ai pas de relation libre, mais je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que c'est le polyamour, c'est ça? Je sais, j'entends souvent ce mot-là revenir dans les discussions quand je suis avec des amis. Mais la relation libre, je crois que ça peut amener beaucoup de mal aussi, parce qu'il y a toujours une des deux personnes qui sera sûrement plus attachée que l'autre, ou qui va demander plus à l'autre. Mais c'est sûr que ça peut être une réponse. Après, est-ce que la relation libre, c'est pas une manière de se détacher et de se protéger? Alors que justement, ce qui est cool dans la vie en van, c'est de se mettre en danger. Et c'est vrai que la vie amoureuse, eh bien, c'est se mettre en danger. Et c'est là où, quand on vit en van, on a tendance à souvent se protéger des autres ou de dehors ou quoi, et d'être assez replié sur soi-même, tout en étant ouvert, tout en ayant une porte ouverte sur le dehors. Et là, c'est là où peut-être avoir une relation moins sérieuse, ça peut être la réponse pour certains. Des expériences que j'ai vues autour de moi, je crois que ça amène plus de problèmes éventuellement, ou finalement, au bout, ça amène plus de problèmes de vivre, d'avoir ce côté vague d'une relation, parce qu'à un moment, on va vouloir plus, ou l'autre personne va vouloir plus, et il va y avoir un conflit. Alors que si on a une relation normale, on peut s'adapter plus. Je crois que donc, la relation libre, c'est vrai que sur le papier, ça a l'air la réponse ultime, mais peut-être je suis pas un référent, hein, donc peut-être qu'il y a une autre manière de définir relation libre.
Mais dites-moi dans les commentaires, on peut avoir cette discussion-là aussi. On va aller sur 2 autres questions. Comment fais-tu pour avoir une relation à distance quand tu vis en van? Ben, c'est compliqué. Avoir une relation à distance, en fait, peu importe comment, une relation à distance, c'est très compliqué parce qu'on veut communiquer avec l'autre personne, mais on va être constamment en déphasé. Parce que l'autre personne, que ce soit par la distance, par le décalage horaire ou je sais pas. Donc, c'est un challenge et parfois la meilleure solution, c'est de savoir quand on va se revoir et de pas tant parler pour rien, de pas tant discuter entre temps. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a une manière de communiquer qui est folle. C'est-à-dire qu'on peut se parler, mais 24 heures sur 24. Certes, c'est cool, mais finalement, est-ce que c'est vivre le présent, le moment où on est? Donc ça, c'est tout ce paradoxe-là d'avoir une relation à distance. Et je crois que c'est un challenge que si on n'a pas une date où on va voir l'autre personne. Et je crois que ça aide, en tout cas d'expérience, ça aide beaucoup ça, de savoir quand est-ce qu'on va revoir l'autre personne. Même si on a des manières de communiquer, la distance enlève une partie, et la technologie même enlève une certaine pureté dans la communication, et donc ça ajoute, déjà que c'est dur de communiquer quand on se parle, alors encore plus avec un téléphone ou un ordinateur ou n'importe quoi entre les deux. Peut-être qu'il faudrait retourner à la vieille bonne lettre, hein, on s'envoie des lettres. Peut-être que c'est une bonne idée, je conseillerais ça, revenir à la lettre. Il y a Hubert Maréchal qui nous dit « Est-ce seulement possible ?» Avoir une vie amoureuse et vivre en van, est-ce seulement possible? Oui, c'est possible. Est-ce que ça a des défis? Oui. Est-ce que ce sont les mêmes défis que quand on a une vie sédentaire? En partie. Mais il y a aussi une grosse partie de choses qui peuvent être superficielles pour certaines personnes, comme le côté de l'intimité et de se retrouver tout seul. Alors que pour d'autres personnes, ce n'est pas du tout un problème. Mais ça nous amène à nous poser des bonnes questions sur comment vivre avec une personne et aussi de garder à l'esprit qu'il faut rester soi-même et pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les applications de rencontres et tout ça, il y a un gros problème dans la société où, surtout les jeunes, il y a cette facilité, c'est un peu comme le magasin, c'est aller au marché et de chercher quelqu'un, il y a toujours quelqu'un de mieux, on croit qu'il y a toujours quelqu'un qui sera mieux pour nous. Et ça, c'est un risque. Et souvent, il y a des gens qui demandent, c'est comment faire pour rencontrer des gens? La première réponse, c'est les applications, les sites de rencontres. Et je crois qu'en fait, de mon expérience, je peux vous dire que ce n'est pas la bonne manière de faire. Les sites de rencontres, c'est pas la bonne manière de faire parce que il y a beaucoup trop de jeux sociaux, il y a beaucoup trop de connexions fausses, et ça peut marcher, hein. Je ne dis pas que ça peut pas marcher, mais de forcer le destin par la technologie, ça peut amener certains problèmes, alors que de forcer le destin dans la vraie vie, eh bien ça nous fait de même prendre confiance en soi, de deux créer des nouvelles histoires dans la vraie vie, dans le présent et dans les choses qui nous entourent, et ça ce sera toujours plus puissant et rémunérateur que les choses virtuelles. Et je crois que c'est ça, la leçon de cette vidéo, c'est que si vous trouvez que vous êtes nomade et que vous trouvez que c'est difficile de vivre en van et d'avoir une vie amoureuse, c'est peut-être parce que vous ne vous mettez pas assez en danger. Et moi, je fais partie de ce lot-là, hein, je me mets avec vous. Hein. Mais c'est cool aussi de prendre des risques, et je crois que les bonnes choses ne viennent qu'en prenant certains risques et en se questionnant sur comment on est, sur comment on peut progresser. Et je crois que quand on trouve une personne qui nous fait être une meilleure personne et qui nous donne envie d'être une meilleure personne, c'est là où Philippe qui nous demandait c'est pas le meilleur moyen pour trouver l'âme sœur, je pense que ça, c'est là où on peut trouver cette âme sœur qui est là pour tout le monde. Donc voilà la vidéo de... Oh non! Alors j'allais supprimer un truc. En tout cas, c'est bon, je mets le téléphone. Ah, je ne touche plus au téléphone. Ben voilà, c'est la vidéo de cette semaine. Je pensais que j'avais quelque chose à vous dire. Peut-être que... non, je ne vais pas mettre d'update à la fin parce que de toute façon, il n'y a personne qui écoute les updates à la fin. Tout le monde a décroché à ce point-là de la vidéo. En tout cas, eh bien, portez-vous bien
et prenez des risques, mais pas trop. Et à la prochaine vidéo, à la semaine prochaine. Bye!